Kaboul, le 1er mai 1978. La révolution a déjà 3 jours. Des grappes de curieux s'agglutinent, incrédules, aux carcasses tordues et calcinées des T-62 soviétiques qui jonchent les abords du palais royal. Monstrueuses et dérisoires montures des fils et petits-fils de Jean Viscant et de Tamerlan. En 36 heures de violents combats, le pouvoir absolu de l'autocrate Mohamed Daoud, le prince-président, est abattu. La foule se presse à l'intérieur des grilles du palais. La kermesse révolutionnaire afghane trouve, elle aussi, ses Dantons et ses Saint-Just. C'est ici, lance aux passants, cet apprenti tribun, que Daoud et les siens, les ennemis du peuple, ont été abattus. Daoud n'était pas aimé du peuple afghan. Cousin et beau-frère du roi Zahir Shah, qu'il avait renversé en juillet 1973, il s'était entouré d'une caste de grands féodaux et n'avait fait que perpétuer l'oppression séculaire tout en adoptant une politique d'apparente neutralité à l'égard des grandes puissances. Ce sont ces soldats, ceux qui avaient fait avec lui le coup d'État en 1973, le général Abdul-Kader en tête, qui l'ont renversé. L'ambassadeur de France à Kaboul, M. Georges Perruche, nous raconte les premières heures des combats. Nous sommes le 27 avril à 14 h. Des tirs de plus en plus nourris se sont fait entendre du côté du palais, qui est séparé du parc de l'ambassade par un mur assez bas. Et très rapidement, quelques coups de canon se sont mêlés à la fusillade. Nous étions sur le perron de l'ambassade, aux nouvelles. Et nous avons à ce moment-là considéré comme plus sage de rentrer dans la maison pour notre protection. Heureusement, car une demi-heure après, 2 gros obus sont venus frapper la chancellerie, dispersant des éclats sur le perron, cassant les vitres, et certainement nous aurions eu des blessés, sans doute des morts, si nous étions restés là. Mais vous étiez aux premières loges et vous avez vu peut-être les agents de la sécurité emmener la famille de l'ex-président Daoud? Oui, nous avons vu plusieurs familles, semble-t-il, être convoyées par le chef de la sécurité vers la résidence présidentielle. Et c'est là que la plupart d'entre eux auraient été abattus. Et il semble que c'est à l'intérieur du palais que la plupart des membres de la famille ont péri. Ce coup d'État aurait tout de même fait plusieurs centaines de morts. Qu'en est-il au juste? Il est très difficile pour nous ici d'apprécier, parce que en se promenant en ville, nous n'avons vu que quelques morts dans les chars, et à l'intérieur du palais, il y a certainement eu au maximum peut-être une centaine de morts, car il y a eu un bombardement très violent, et il semblait qu'il y avait des troupes, certainement qu'il y a eu des morts. Mais les chiffres qui ont été avancés d'1 millier de morts me paraissent très exagérés. Les rumeurs les plus insensées, propagées par certaines puissances occidentales, hier protectrices de Daoud, ont laissé croire à un bain de sang. Le coup d'État avait été déclenché par Moscou, disait-on. On a même parlé de 10 000 morts. Le gouvernement révolutionnaire avance le chiffre de 72. Entre ces deux extrêmes, on peut estimer le nombre des victimes à moins de 500. Sans doute y a-t-il eu également une épuration dans l'armée. Les cadres des diverses unités ont été convoqués au ministère de la Défense, où l'auteur du coup d'État, le général Abdul-Kader, a reçu leur serment d'allégeance. Abdul-Kader, 38 ans, aujourd'hui ministre de la Défense, est un ancien pilote de chasse formé en Union soviétique. Et il nous a raconté en exclusivité mondiale son coup d'État et défini les objectifs de la révolution. Quels ont été les facteurs déterminants de votre coup d'État? Il ne s'agit pas d'un simple coup d'État militaire. Un premier coup d'État, celui de Daoud en 1973, avait fait naître beaucoup d'espoir. Nous avons dû en faire un deuxième pour répondre aux aspirations du peuple. Nous sommes tous membres du Parti du peuple, le HAL, et c'est pour instaurer une véritable démocratie que nous avons mis fin au système féodal qui écrasait ce pays.
Y a-t-il encore des nids de résistance en province? Non, aucun. Nous contrôlons tout le pays, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan politique. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à exécuter le président Daoud? Il a refusé de se rendre, nous avons dû l'abattre. Comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique d'Afghanistan? Justement, dans l'établissement d'une vraie démocratie propre à l'Afghanistan, comme le prévoit la plateforme politique du Parti du Peuple. Enfin, mon général, quels seront vos rapports avec vos voisins, l'Iran, le Pakistan et tout particulièrement l'Union soviétique? Nous souhaitons entretenir d'excellentes relations avec tous nos voisins. Nous ne sommes le satellite de personne, mais nous défendrons notre indépendance et notre intégrité territoriale. Thank you very much. Thank you. Now I ask you about the نیازی برایش بگو که سوال ششم شما Moins de 20 millions d'habitants pour un pays sensiblement plus étendu que la France, l'Afghanistan est une mosaïque de peuples dont la langue et la culture n'ont rien en commun. L'islam est peut-être l'unique lien entre ces Ouzbeks, Tadjiks, Hazaras, Baloutches et autres patans. Les grands féodaux s'étaient appropriés les meilleures terres dans ce pays aride et montagneux. Les grandes propriétés viennent d'être nationalisées et on parle maintenant d'une réforme agraire qui sera certainement difficile à implanter car les toutes petites exploitations familiales sont la règle générale. Ce morcellement des terres et les problèmes d'irrigation sont les questions essentielles qu'aura à résoudre le gouvernement révolutionnaire du président Nour Mohamed Taraki, le nouveau chef d'État. Faire entrer l'Afghanistan dans le XXe siècle, l'arracher à la pesanteur médiévale et aux structures tribales, alphabétiser ce peuple de nomades, donner à la femme des droits égaux, lutter contre la corruption, telles sont quelques-unes des lignes de force de l'action que veut entreprendre le nouveau gouvernement. On a pu s'étonner de la rapidité avec laquelle les militaires ont rendu le pouvoir aux civils. En réalité, ils n'ont été que les exécutants d'un coup d'État préparé de longue date et dont le détonateur fut l'assassinat d'un leader communiste et l'arrestation le 26 avril de Nour Mohamed Taraki, chef du Parti populaire démocratique, le Khalq. Monsieur Taraki, 61 ans, autodidacte, romancier de langue pachtou, ancien journaliste, aujourd'hui président du Conseil de la Révolution, nous souhaite la bienvenue en République démocratique d'Afghanistan et nous parle des grandes lignes de sa politique. Monsieur le Président, comment vous considérez-vous? Communiste, socialiste ou réformiste? J'aimerais vous dire que notre parti a déjà publié son programme. C'est un programme progressiste et non pas simplement réformiste, car ce mot est un véritable fourre-tout. Nous sommes un gouvernement démocratique. Nous défendrons les intérêts du peuple, des classes laborieuses, de la paysannerie, des classes moyennes et de la bourgeoisie. Nous sommes ici dans l'intérêt du peuple. And we are just for the sake of the people. Aurez-vous des relations particulières avec l'Union soviétique? Our relationship
Nos relations avec tous les pays, y compris avec l'Union soviétique et tous nos voisins, dépendront du soutien politique et économique qu'ils apporteront à notre gouvernement révolutionnaire. Vous suivrez donc, Monsieur le Président, une politique de non-alignement. C'est tout à fait exact. Avez-vous élaboré une politique de réforme agraire pour l'Afghanistan? Évidemment, mais seulement dans les grandes lignes. Il faut en étudier tous les aspects techniques. Quand ce sera fait, nous appliquerons cette politique. L'implantation d'un régime marxiste, matérialiste, dans un pays comme l'Afghanistan, n'est-elle pas contradictoire à la loi de l'islam? L'islam ne s'oppose nullement à une réforme agraire. Mais un régime marxiste, matérialiste, lui, s'opposerait certainement à l'islam. Un régime marxiste, matérialiste, comme vous le dites, serait certainement contraire aux principes de l'islam. Mais notre programme politique, qui est toujours valable, bien qu'il ait été défini voici 13 ans, ne mentionne jamais le marxisme-léninisme. Mais c'est tout de même un programme très progressiste, national et démocratique. La voie afghane vers le socialisme sera certainement originale, mais elle devra respecter certains impératifs de voisinage, car l'importance stratégique de l'Afghanistan est énorme. État tampon entre l'Union soviétique, le Pakistan et l'Iran, l'Afghanistan a toujours suivi une politique de stricte neutralité. Le régime révolutionnaire de Kaboul inquiète le Shah d'Iran et les chefs militaires du Pakistan, dont l'Afghanistan n'est séparé que par une chaîne de montagnes et la célèbre Khyber Pass de la saga de l'armée des Indes et de Rudyard Kipling. C'est par ici qu'Alexandre le Grand est passé lors de son incursion de l'autre côté de l'Indus. C'est aussi l'une des voies de pénétration des grandes invasions mongoles. De part et d'autre de la Khyber Pass vivent les Pathans, ethnie majoritaire en Afghanistan. Kaboul s'est toujours intéressé de très près au sort des Pathans qui vivent au Pakistan. Sans revendiquer ouvertement de nouveaux territoires, l'ancien président Mohamed Daoud défendait l'idée de la création d'une province qui aurait regroupé tous les Pathans, le Pashtoulistan. C'était là une source de friction permanente qui empoisonnait les relations entre l'Afghanistan et le Pakistan. Cette idée sera-t-elle reprise par le nouveau régime révolutionnaire de Kaboul? On peut se le demander. Mais qu'ils vivent à l'ouest ou à l'est de la Khyber, les Pathans sont pratiquement autonomes. Nomades, guerriers, contrebandiers, fabricants et trafiquants d'armes, les Pathans n'obéissent souvent qu'à leurs lois. Il est évident que le nouveau gouvernement de Kaboul cherchera à se concilier les bonnes grâces de cette ethnie dont était issu l'ancien président Mohamed Daoud, tout comme l'est d'ailleurs le président Taraki. Pour les fêtes du 1er mai, les nouvelles autorités révolutionnaires avaient ouvert les grilles du Palais Royal. Pour la première fois depuis 50 ans, des centaines de milliers d'Afghans ont pu déambuler dans les jardins immenses du Palais Royal et voir l'endroit où quelques jours plus tôt, on avait abattu les maîtres de l'ancien régime, Daoud et ses proches.
Mais aujourd'hui, la liesse populaire et les scènes de fraternisation entre les militaires et la population civile sont terminées. Comme le disait le général Abdul-Kader, ministre de la Défense et auteur du coup d'État, l'Afghanistan est passé en quelques jours, sinon dans les faits, du moins dans l'esprit, du Moyen Âge et de la féodalité la plus absolue au cœur du XXe siècle.